Votre conseiller bancaire n'est pas incompétent. Il n'est pas non plus malhonnête. Mais simplement, il y a des choses qu'il ne peut structurellement pas faire pour vous. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi avec des chiffres concrets à l'appui. La première chose à comprendre, c'est que conseiller bancaire, c'est un métier exigeant. Ils doivent pouvoir maîtriser le crédit immobilier, le crédit à la consommation, les assurances, la prévoyance, les cartes bancaires, l'épargne, la fiscalité, la transmission, tout un tas de sujets. Et soyons honnêtes, absolument personne ne peut être un expert sur tous ces sujets. C'est impossible. Alors, ce brave conseiller, qu'est-ce qu'il va faire quand vous allez aller le voir pour avoir des conseils pour placer votre argent? Eh bien, il va simplement s'appuyer sur ce que la banque propose. Des allocations type construites en interne avec des produits maison. Ce n'est pas un choix, c'est la seule chose qu'on lui aura donnée comme outil. Le problème, c'est que ces produits maison sont rarement les meilleurs du marché. Et c'est ce qu'on va voir dès maintenant avec des chiffres et des exemples concrets. Mais d'abord, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous informe que je m'appelle Gaëtan Perron et que je suis conseiller en investissement financier immatriculé à l'ORIAS. Mon métier, c'est d'accompagner les particuliers et les professionnels à construire et optimiser leur patrimoine en leur proposant les meilleures solutions qui existent. Et sur cette chaîne, j'aide également les gens qui veulent gérer leur argent en toute autonomie à monter en compétences afin qu'ils puissent prendre les bonnes décisions par eux-mêmes. On retourne à la vidéo. Prenons l'exemple des SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier. Les banques adorent vous vendre ce type de placement. Pourquoi? Parce qu'elles ont créé leur propre SCPI. Du coup, on va analyser ensemble les performances de 3 SCPI de grands réseaux bancaires bien connus sur les 3 à 5 dernières années. Vous êtes prêts? On y va. On va commencer donc par Edissimo, SCPI phare du Crédit Agricole. Sur 5 ans, la performance est de moins 11,31%. Et sur 3 ans, moins 18%. Aximo Pierre, SCPI du groupe BNP Paribas. Sur 5 ans, la performance est de moins 10,77%. Et sur 3 ans, moins 18,62%. Et pour finir, on va parler de épargne foncière, SCPI bien connu du groupe Crédit Mutuel CIC. Sur 5 ans, la performance est de 1,66%. C'est la meilleure des 3. Mais sur 3 ans, moins 8,37%. Alors vous allez me dire, oui mais on sait très bien Gaëtan que ces dernières années, les SCPI ont été en crise. Ça s'est certainement passé partout pareil. Et bah écoutez, c'est ce qu'on va voir. Et la réalité c'est que pendant le même temps, la SCPI Corum Origine sur 5 ans, c'est une performance de 46,38%. Et sur 3 ans, 20,51%. Peut-être que c'est un accident. Alors on va voir la SCPI Corum XL. Sur 5 ans, la performance est de 38,64%. Et sur 3 ans, 18,32%. Alors peut-être que c'est juste chez Corum qui sont trop forts. Et bien pourtant, non. La SCPI Hirokozen, sur 5 ans, la performance est de 40,40%. Et sur 3 ans, 21,93%. Et pour finir, la SCPI Remake Live, elle n'existait pas il y a 5 ans, mais sur 3 ans, la performance est de 27,73%. Et croyez-moi, je n'ai sélectionné que quelques SCPI et il y en a d'autres qui ont des performances quasi similaires sur la même période. Alors je sais que les pourcentages c'est très abstrait pour la plupart des gens. Donc maintenant on va aller voir ce que ça aurait donné en euros concrets, sonnants et trébuchants. Si vous aviez investi 100 000 euros il y a 5 ans sur la SCPI Edissimo du Crédit Agricole, ces 100 000 euros aujourd'hui seraient devenus 88 690 euros. Si vous aviez placé ces mêmes 100 000 euros sur la SCPI Corum Origine au même moment, ces 100 000 euros seraient devenus 146 380 euros. Soit près de 58 000 euros d'écart sur la même
période. Sur 3 ans, vos 100 000 euros, si vous les aviez placés chez Aximo-Pierre, chez BNP Paribas, seraient devenus 81 380 euros. Si vous aviez placé ces mêmes 100 000 euros chez Remake Live, ils seraient devenus 127 730 euros. Soit plus de 46 000 euros d'écart en 3 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est monstrueux. Alors bien évidemment, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Et ces chiffres ne garantissent absolument rien sur ce qui va se passer à l'avenir. Mais ils posent une question simple. Est-ce que votre conseiller bancaire vous a-t-il présenté ces alternatives? Et plus important encore, est-ce qu'il en avait simplement la possibilité? Alors vous allez peut-être me dire que les SCPI c'est un cas particulier. Et bien pour ça, on va prendre du coup un deuxième exemple. On va parler d'ETF. Comme vous le savez, si vous suivez la chaîne ou si vous êtes intéressé par la finance, c'est une catégorie d'actifs qui explose ces dernières années. Et ça, les banques l'ont bien compris. Donc, elles commencent à en parler à leurs conseillers pour qu'ils vous en parlent. Le problème, il existe des centaines et des centaines d'ETF. Et votre conseiller bancaire, avec tout ce qu'il doit déjà maîtriser, il est absolument incapable de les choisir pour vous. Il ne sera même pas capable de vous expliquer la différence entre la plupart d'entre eux. On en a parlé au début de la vidéo. Ça n'est pas sa faute, c'est structurel. Alors les banques ont trouvé une autre solution. Elles ont créé des fonds actifs avec des ETF à l'intérieur. Et bien évidemment, elles poussent les conseillers à vous en parler. Donc votre conseiller il va pouvoir vous dire « Souscrivez à tel fonds, il est composé d'ETF, il y en a 10 ou 15 à l'intérieur, c'est super diversifié. » Ce qu'il ne vous le dira pas par contre, parce qu'il ne le saura même pas lui-même, c'est quels ETF il y a à l'intérieur du fonds, pourquoi c'est ceux-ci qui ont été sélectionnés et qu'est-ce qu'ils vont apporter à votre allocation d'actifs. Encore une fois, on va prendre 2 exemples concrets. Alors je précise quand même que ces fonds ne sont pas composés à 100% d'ETF, mais c'est ce qu'on trouvera de plus proche et c'est ce que les banques mettent en avant, notamment pour les clients qui veulent faire du DCA sur les PEA détenus dans les agences bancaires. Donc le premier fonds dont on va parler, c'est le fonds Amundi Sélection ETF PEA. Ce fonds a 0,8% de frais de gestion annuels et pas de frais d'entrée. Sur 5 ans, ce fonds fait 22,33% de performance. Et sur 3 ans, il fait 34,54%. Alors là, comme ça, vous devez vous dire, mais c'est super, c'est des top performances ces trucs-là. Attendez quelques minutes, vous allez voir. On va parler d'abord d'un deuxième fonds de chez LCL cette fois. Le LCL Dynamique ETF PEA, avec 2% de frais d'entrée et 1,68% de frais de gestion par an. Sur 5 ans, ce fonds fait une performance de 22,33% et sur 3 ans, 28,06%. Maintenant, on va comparer tout ça par rapport à des simples ETF Monde qui sont disponibles sur PEA et qui sont également distribués par Amundi. Déjà, au niveau des frais de gestion, Amundi a sorti un nouvel ETF il y a à peine quelques mois en arrière, le DCAM, qui est à 0,2% de frais de gestion par an, soit 4 fois moins que le fonds Amundi et 8 fois moins par an par rapport au fonds du LCL. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point la différence est énorme. Pour ce qui est des performances, je ne vais pas me baser sur le DCAM parce qu'il est trop récent, mais je vais me baser sur l'ETF Monde d'Amundi historique, qui est donc le CW8, qui a 0,38% de frais de gestion par an, ce qui est quand même relativement cher pour un ETF Monde, mais on va se baser sur ses performances à lui. Donc cet ETF là, sur 5 ans, il fait la performance de 66,64%, soit plus du double des autres fonds. Et sur 3 ans, il fait 55,18%. Ça fait un total de 44 000 euros d'écart sur 5 ans. 44 000 euros. Et là encore, pourquoi est-ce que votre conseiller ne vous en a pas touché un seul mot? Ce n'est pas parce qu'il est malhonnête. Ça n'est pas non plus parce qu'il est incompétent. C'est uniquement parce que bien souvent, lui-même n'est même pas au courant que cela existe. Et que la banque
pousse toujours pour que ce soit ces fonds maison qui soient mis en avant. Encore une fois, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Bon ok, écoutez, c'est bien joli tout ça, mais maintenant vous allez me dire, ok, super, maintenant que tu nous as présenté ça, Gaëtan, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les solutions pour nous? À mon niveau, j'en vois deux. Et je vous le dis tout de suite, il n'y en aura pas une qui sera meilleure que l'autre, ça dépendra uniquement de vous. La solution numéro 1, vous êtes quelqu'un de curieux, vous aimez comprendre comment les choses fonctionnent, cet univers d'épargne et d'investissement, c'est quelque chose qui vous intéresse, vous êtes prêt à y passer du temps, à y consacrer des efforts et de l'argent pour vous former, et vous pouvez gérer votre épargne, vos investissements par vous-même. C'est une excellente décision, mais il faut accepter deux choses. La première, comme je vous ai dit, ça va vous demander du temps et de l'énergie, et vous devez accepter que vous n'allez peut-être pas mettre l'entièreté de votre capital au travail dès le début, et que donc vous allez perdre du temps. Et on le sait, le temps c'est ce qui rapporte le plus sur les marchés, donc vous allez avoir un coût d'opportunité qui sera conséquent. La deuxième chose à accepter, c'est que vous ferez des erreurs. C'est normal, tout le monde en fait. Mais sur le long terme, si vous faites les choses sérieusement, correctement, si vous vous formez et que vous ne complexifiez pas inutilement votre stratégie, c'est là que vous obtiendrez les meilleurs résultats. Et d'ailleurs, l'objectif de cette chaîne, c'est de vous accompagner en ce sens. La solution numéro 2, c'est si vous n'avez pas envie d'y passer de temps, si c'est un univers qui ne vous intéresse pas, alors vous devez faire appel à un professionnel compétent, vraiment compétent. Et c'est là que les choses se compliquent. Sans connaissance, comment est-ce que vous pouvez juger que la personne en face de vous est réellement compétente ou pas juste un bon commercial? Pour moi, déjà, la première chose à faire, c'est de poser la question à cette personne, comment est-ce que vous investissez votre propre argent? Si la personne vous dit « Oh non, moi j'investis pas ou j'ai juste un livret A », red flag. Si la personne vous propose des produits et qu'elle-même elle n'investit pas sur ces produits, red flag. En revanche, si le conseiller vous dit qu'il investit sur les mêmes produits et les mêmes actifs que vous, alors bien évidemment la stratégie ne sera pas 100% égale, vous n'avez pas le même niveau de connaissance et certainement pas le même profil de risque, mais si la personne vous vend des ETF ou des SCPI et qu'il investit lui-même sur des ETF et des SCPI, c'est plutôt bon signe. Ensuite, ce que vous devez vérifier, c'est comment cette personne se rémunère sur ce qu'il vous vend. En effet, la plupart des conseillers en gestion de patrimoine se rémunèrent sur les frais des produits qu'ils vont vous vendre. Et ça, c'est un problème. Pourquoi? Parce que, étant donné que leur rémunération dépend des frais, ils sont structurellement obligés de vous vendre des produits qui sont chargés en frais. Ce n'est pas de la mauvaise intention, c'est la limite de leur modèle. Et vous le savez, sur le long terme, les frais vous coûtent une fortune. A l'inverse, si vous trouvez un conseiller qui vous facturera des honoraires de conseil et dont la rémunération ne dépend pas des produits qu'il va vous vendre, mais plutôt des contrats dans leur globalité, vous savez que normalement cette personne n'a pas intérêt à vous vendre un produit plutôt qu'un autre, puisque sa rémunération est sur le contrat au global. Et du coup, cette personne pourra vous vendre les produits les plus efficients, les produits les moins chargés en frais, ceux qui vont vraiment vous apporter de la performance à vous et pas à tous les intermédiaires successifs. Tout simplement parce que son modèle économique le permet. Et d'ailleurs, dans mon cabinet en gestion de patrimoine, c'est exactement pour ce modèle que j'ai opté. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez prendre rendez-vous directement avec moi avec le premier lien en description et vous avez également mon adresse mail pour me contacter si vous avez des questions à ce sujet. Alors je vais vous le redire une dernière fois parce que c'est extrêmement important, mais tous les chiffres évoqués dans cette vidéo relèvent du passé et les performances passées ne préjugent rien des performances futures. L'objectif de cette vidéo, c'était de vous montrer les limites structurelles du système tel qu'il est construit actuellement et de vous montrer également qu'il existe des alternatives à cela si vous acceptez de sortir des sentiers traditionnels. Et maintenant, si vous voulez tout comprendre sur le fonctionnement et le risque des ETF synthétiques, je vous invite à regarder cette vidéo qui s'affiche à l'écran et je vous dis à tout de suite de l'autre côté.